Alors, on va enchaîner sur notre dernière présentation qui est très importante puisqu'elle est là aussi pour donner beaucoup d'espoir aux patients. Quand on tombe dans cette maladie, on a envie de savoir où en est la recherche, où en est l'innovation en France. Et il y en a sur le sujet. Donc, je vais appeler à nous rejoindre pour cette présentation que je vais co-animer avec Géraldine. Donc, je vais appeler le docteur Fabrice Bartholomé, le docteur Mathilde Chiporafo, le professeur William Surage, Laurent Bezin, qui est directeur du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et Emmanuel Barbeau, cofondateur d'Avrio MedTech et Clinical Lead. Alors, nos parrains marraines sont toujours les bienvenus s'ils veulent prendre place sur scène, hein, comme toujours. Hein. Même si vous êtes un petit peu fatigué, ce que je comprendrais, mais vous pouvez quand même venir. Hein. Alors, je vais m'installer là-bas où vous... Non, non, mais c'est bien, regarde, je vais me mettre à l'autre bout, t'embête pas. Je te laisse. Le micro est éteint, s'il vous plaît. Aux perspectives et aux espoirs de progrès thérapeutiques. Qui est-ce qui voudrait commencer à... Je ne sais pas, j'ai déjà mes diapos. Ah bah voilà, donc professeur Bartholomé, allez-y. Merci beaucoup. Donc je sais qu'il faut aller vite. Ok, donc merci beaucoup. Alors les patients, les demandes sont souvent d'aller vite en recherche, d'essayer de trouver des nouvelles thérapeutiques, des nouveaux moyens de diagnostic. Et juste en préambule, je voulais dire que la recherche sur le cerveau, c'est quelque chose qui prend du temps. Et on ne peut peut-être pas aller aussi vite que dans d'autres domaines, parce que l'objet que l'on étudie est un objet très complexe. Les épilepsies sont des maladies hétérogènes, hein, dont la physiopathologie, les causes, les manifestations sont très différentes d'un syndrome à l'autre. Et donc, il nous faut un petit peu de temps pour progresser. Il y a des innovations. William va vous parler, je pense, de laser, par exemple. Ça, c'est déjà plus vraiment de la recherche. Hein. Il y a des innovations qui sont passées dans la pratique. Parfois, on a un peu de retard. Hein, et je dirais que c'est le rôle des pouvoirs publics d'arriver à installer des systèmes modernes dans nos hôpitaux. On n'a pas toujours ça. Et d'un autre côté, il y a la recherche en cours. Donc moi, il y a 2 ans, j'avais déjà un petit peu, je crois, parlé de cerveau virtuel et de recherche dans le domaine. Pour vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui, finalement, au bout de 2 ans, on n'a pas énormément non plus progressé, mais on a des perspectives intéressantes. Donc c'est un petit peu ça que je vais vite vous discuter aujourd'hui. Comment on peut utiliser donc ce qu'on appelle des jumeaux numériques cérébraux, des cerveaux virtuels, pour améliorer le diagnostic et peut-être le traitement des patients avec une épilepsie focale pharmacorésistante. Donc là, on est dans le cadre un petit peu particulier de la chirurgie de l'épilepsie, en tout cas de l'investigation pour savoir si un patient est opérable. Et vous savez que dans cette démarche, on va faire des examens, on appelle ça des examens invasifs quand on met des électrodes dans le cerveau, ce qui peut être le cas chez certains patients. On analyse à ce moment-là nos données pour essayer de trouver au mieux la zone du cerveau qui génère les crises, qui génère les modifications électriques caractéristiques des crises. Et on sait que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, hein, d'arriver à bien définir ce qu'on appelle l'épileptogénicité, c'est-à-dire les régions du cerveau qui génèrent les crises. Et finalement, quand on regarde les résultats de la chirurgie de l'épilepsie au cours de ces 20 dernières années, il y a une certaine stagnation des résultats. On a un plafond de verre un petit peu dans les résultats de la chirurgie de l'épilepsie, avec des échecs
qui sont de l'ordre, ça dépend des cas, mais ça peut être d'entre 20 et 30%, parfois plus dans certaines équipes, ou dans certaines formes d'épilepsie. Donc il faut vraiment arriver à progresser pour mieux définir ces zones du cerveau qui génèrent les crises. C'est un petit peu ça, un des enjeux du traitement du signal dont on va aussi parler tout à l'heure. Et puis il y a des techniques qui sont développées aussi pour être moins agressifs quand on fait de la chirurgie, risquer, offrir des choses qui sont moins à risque de créer des problèmes, ou plus précis, c'est en particulier le LIT. Donc tout ça aussi veut dire qu'il faut avoir des techniques très précises de définition de ce qu'on appelle la zone épileptogène. Alors un des moyens potentiels pour y arriver, c'est d'utiliser des jumeaux cérébraux numériques. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme tout jumeau numérique, hein, c'est un terme plus général. On va prendre un objet réel et on va en faire un modèle. Un modèle, ici, en sciences computationnelles, d'un cerveau qui serait un objet sur lequel on va pouvoir, ce cerveau virtuel, faire des interventions, du diagnostic, de la prédiction thérapeutique, par exemple. Et ensuite, en retour, on va revenir sur les données réelles du patient et pouvoir proposer une aide au diagnostic ou au traitement. Alors, très rapidement, un exemple sur le diagnostic, c'est le développement d'un modèle qu'on appelle VEP, Virtual Epileptic Patient, qui a été développé au cours d'un projet qu'on appelle un RHU. Donc là, c'est un travail vraiment collaboratif entre équipes et partenaires industriels à Marseille et dans d'autres centres comme Lyon. Là, vous avez un schéma, on ne va pas évidemment rentrer dans les détails, hein. On rentre des données du patient, notamment l'IRM, des séquences particulières, les données de l'enregistrement EEG, notamment intracérébral. Et puis à la fin du process, on va modéliser, on va avoir un modèle qui nous donne, ce sont les cartes que vous voyez avec le cerveau ici, les zones sont marquées en rouge. Donc le modèle nous dit, eh bien, ce sont ces zones-là qui sont les plus épileptiques, les plus à même à expliquer la genèse des crises chez un patient, là, qui est un de nos patients. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, on peut potentiellement guider au mieux la thérapeutique, notamment la chirurgie, mais aussi la stimulation, j'en parlerai un tout petit peu après, de ces régions-là. Alors là, c'est un exemple concret, pour aller très vite, c'est une crise qu'on enregistre dans le cerveau. Vous voyez que ce n'est pas facile à interpréter, je ne détaille pas. Ici, c'est une quantification au niveau des électrodes par une technique qu'on appelle l'index d'épileptogénicité. On regarde, c'est une mesure qui n'est pas de la modélisation, des régions les plus épileptogènes qu'on enregistre. Et puis le cerveau virtuel, il peut nous donner des informations au niveau du cerveau à l'échelle entière. Et vous voyez ici, c'est le même patient. On confirme que certaines zones sont très épileptiques, comme l'insula ou la région operculaire. Il y a moins de régions dans la modélisation que ce qu'on mesurait dans cet exemple avec nos électrodes. Donc ça nous donne peut-être, dans ce cas-là, une précision un petit peu plus grande. Et puis, il y a quelque chose... Alors, pardon. Oui, alors, est-ce que ça marche ? Ce genre de technique est actuellement en essai clinique. Donc ça, c'est un gros essai clinique. C'est le seul essai au monde, à l'heure actuelle, qui teste un cerveau virtuel dans une pathologie neurologique. C'est l'essai Epinov, vous voyez, qui a regroupé plusieurs centres en France de chirurgie de l'épilepsie. Et on va regarder, à la fin de cet essai, qui doit se finir l'année prochaine, si ça a amené vraiment quelque chose de faire ce type de modélisation. Si on a un gain sur les résultats chirurgicaux, sur la stratégie chirurgicale, ça peut être aussi un moyen pour nous dire non, là, chez ce patient-là, il ne faut pas opérer. Quand je parle de chirurgie, ça peut être aussi dire ben non, là, on n'a pas d'indication chirurgicale. Voilà, donc on n'a pas encore, bien sûr, les résultats de cet essai, mais il faut savoir qu'on a un essai vraiment très unique. Alors, on peut faire avec ce type de modèle de la prédiction d'effets thérapeutiques. Et c'est le cas de ce qu'on appelle la chirurgie virtuelle. Dans le modèle, une fois qu'on a modélisé les crises de notre patient, on peut enlever virtuellement des zones du cerveau, on peut aussi les déconnecter, et regarder ce que ça fait dans le modèle. Est-ce que c'est efficace ? Quel est le nombre de régions minimales qu'il faut enlever pour être efficace ? C'est des choses qu'on peut faire dans ce cerveau virtuel et qu'on commence à faire. On a des études en cours sur des cohortes larges, mais en rétrospectif. Il n'y a pas d'essai prospectif aujourd'hui. Et dans le cas précédent, par exemple, alors je ne peux pas montrer avec le pointeur, c'est dommage, mais vous avez à gauche les crises simulées dans le modèle,
À droite, on a simulé la chirurgie en tenant compte des résultats du cerveau virtuel. Et vous voyez, à gauche, on voit les crises, hein, c'est ce que vous voyez en bleu foncé, les zones du cerveau qui génèrent la crise. Et à droite, c'est la chirurgie virtuelle, c'est-à-dire dans le modèle, on a enlevé certaines régions et ça arrête les crises. Alors une fois qu'on a ça, eh bien, on peut l'appliquer chez le patient. Et c'est ce qui a été fait là. Alors, on n'a pas opéré chez ce garçon qui a été mineur, un enfant à l'époque, mais on a fait de la thermocoagulation ciblée des régions données par le modèle. Vous voyez que le résultat a été excellent, avec un très bon résultat. Voilà, c'était un exemple un peu concret. Est-ce que ça marche de façon prospective chez tous les patients, etc. C'est des questions qui vont être l'objet de recherche dans les 5 prochaines années. Un dernier exemple, et je vais m'arrêter après, d'application thérapeutique, c'est d'utiliser ces cerveaux virtuels. Alors, on a plusieurs projets là-dessus. Un projet européen qui s'appelle Galvani, qui teste de la stimulation électrique transcrânienne. On applique des courants électriques à travers le crâne qui atteignent le cerveau. Et puis, un projet plus récemment... je ne trouve pas le mot en français, mais dont on a reçu un financement, qui s'appelle le projet Nautilus, qui va être de tester sur le cerveau virtuel l'effet d'une stimulation particulière qu'on appelle la temporale interférence, qui sont des fréquences très élevées qu'on applique sur le crâne. Et la fréquence résultante de ces stimulations ont des propriétés potentiellement antiépileptiques. Alors, donc on peut tester ça d'abord sur le modèle et ensuite, une fois que c'est démontré sur le modèle, on pourrait potentiellement le transférer chez l'homme. Voilà, je voulais juste finir par une perspective de collaboration industrielle. On a une collaboration avec Dassault Systèmes sur le développement du cerveau virtuel et il y a une start-up qui a été créée sous l'impulsion de l'université Aix-Marseille et dont moi je suis un des membres fondateurs, mais c'est une start-up qui a la propriété intellectuelle et les actifs de toute la technologie du cerveau virtuel appliqué à l'épilepsie. Voilà, j'espère que j'ai été assez court. Oui, on laissera les questions peut-être à la fin. Si ça ne vous embête pas, on va enchaîner. Donc, qui sont les slides suivantes? Ça nous donne le nom. Suspense. William. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis William Surail. Donc, je suis neurologue. Je ne suis pas neurochirurgien. Je suis neurologue. Je travaille à Amiens. Et je vais vous présenter brièvement ce qu'est la thermothérapie laser interstitielle guidée par l'imagerie, dont Fabrice a un petit peu parlé, qu'on appelle la LIT, et qui est une technique chirurgicale, avant tout une technique chirurgicale nouvelle en France, pas si nouvelle que ça, puisqu'en fait, ça fait maintenant 13-14 ans que c'est apparu aux États-Unis, en tout cas dans l'indication de l'épilepsie, donc pour lesquels on a déjà un peu de recul. Il y a déjà 4000 patients qui ont déjà bénéficié de ce type de traitement. Alors, j'utilise ça pour passer. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la LIT, la thermothérapie laser interstitielle guidée par l'IRM? Ça repose sur le fait que nos cellules sont sensibles à la chaleur et qu'au-dessus d'une certaine température, notamment de 45 degrés, nos cellules souffrent et on peut les détruire comme cela. Et donc, la LIT va utiliser cela en utilisant une fibre optique qui va délivrer une lumière laser in situ dans la zone du cerveau que le chirurgien souhaite détruire. Donc il va utiliser cette lumière pour générer une chaleur et qui va détruire les neurones, la région à traiter, donc par le biais d'une fibre optique qui est assez fine, qui fait de l'ordre à peu près du millimètre et que l'on voit en bas à droite. En pratique, comment cela se fait? Eh bien, tout d'abord, c'est une intervention chirurgicale quand même. Il y a un petit trou
trou qui est fait par le chirurgien pour descendre la sonde, la fibre optique dans la zone à traiter, avec des techniques, avec l'assistance de robots, avec l'assistance de l'imagerie pour bien positionner la sonde. Et notamment, là, c'est des photos que l'on doit au professeur Michel Lefranc, qui est le neurochirurgien amiens qui a mis en place cette technique. Et une fois que la sonde est mise en place dans la zone à traiter, le patient est placé dans l'IRM. Et l'ensemble de la procédure, ensuite, va se faire sous IRM, sous imagerie. Et c'est ça qui en fait un intérêt primordial. Parce que tout d'abord, l'IRM va permettre de s'assurer que la sonde est bien placée dans la zone à traiter. Et surtout, le geste, la procédure se fait sous IRM qui va servir en fait à mesurer la température du cerveau en tout point du cerveau. Et ça, c'est important parce que le chirurgien va pouvoir vérifier que la température ne dépasse pas cette température seuil à peu près des 45 degrés dans des zones qu'il veut respecter, qu'il ne veut pas léser. Et l'autre intérêt également, c'est qu'il y a un algorithme qui va utiliser ces mesures de la température pour modéliser la lésion qui va résulter du geste. C'est ce que l'on voit alors ici en bleu, c'est les mesures de la température, et en bas à droite, en jaune, c'est la modélisation de la lésion qui va résulter de cette élévation de température. Donc ça lui permet donc de s'assurer qu'il va effectivement resséquer, détruire la zone qu'il souhaitait traiter, qui était définie au préalable par le neurologue, le neurophysiologiste, le neurochirurgien, par toute une équipe, ce n'est pas une seule personne. Et en même temps, donc, ça lui permet de s'assurer qu'il ne déborde pas trop et qu'il ne risque pas de léser. Alors, est-ce que je peux avoir la vidéo? Elle n'est pas fondamentale, mais c'est pour vous montrer un petit peu, pour rendre ça un peu plus... Ouais. Donc, vous voyez, donc là, il est en IRM. Le patient est dans l'IRM, il a la sonde en place, et donc le chirurgien, en l'occurrence le professeur Lefranc, en fait, il vérifie à la fois la mesure de la température, et puis sur les images en jaune, la lésion qui va résulter de cette température. Vous voyez en bas à droite, là, les petites croix rouges, c'est les zones qu'il ne veut pas léser, donc c'est sûr que la température n'augmente pas trop dans cette région. Donc voilà, ça c'était en pratique comment ça se passe. Je vous dis, ça fait une petite quinzaine d'années que c'est utilisé, on commence à avoir pas mal de données, et c'est une technique qui ne peut pas être appliquée à tous les cas, ça c'est important, mais qui va être particulièrement intéressante pour traiter certains patients, notamment avec un amartome hypothalamique ou des dysplasies corticales, donc des malformations corticales assez limitées, ou alors pour intervenir dans des régions qui sont difficiles d'accès sur le plan chirurgical par une voie classique, comme l'insula, mais également pour traiter certains patients qui ont une épilepsie temporale sur une sclérose hippocampique ou non. Les limites, je vais commencer par les limites. D'abord, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les situations. Il y a des contraintes techniques. Il faut que la taille de la lésion ne soit pas trop importante, que ça dépend aussi de la morphologie de la zone à resséquer. Une autre limite également, c'est que les résultats, pour l'instant, sont un petit peu inférieurs à la chirurgie classique. Il y a 10%, 10-15% de très bons résultats en moins. Probablement aussi parce que le geste est plus limité. On retire une zone qui est plus limitée souvent que par une chirurgie classique à crâne ouvert. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus confortable pour le patient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients qui étaient opérés d'une lobectomie temporale, par exemple. C'est quand même une chirurgie assez lourde. Là, le patient peut sortir le lendemain ou 2 jours après. Il va bien, en général, il pourrait reprendre le travail quelques jours plus tard si besoin. Il y a un taux de complications, de morbidité qui est également plus faible que par la chirurgie classique, ce qui en fait son intérêt également. Et puis en cas d'échec, puisque ça marche un petit peu moins bien, on peut ensuite proposer un geste chirurgical complémentaire. Et puis l'autre intérêt, je voudrais terminer aussi sur cette phrase, puisqu'on parle de la chirurgie, le professeur Engel aux États-Unis, qui dit que finalement, le principal défi en fait, pour réaliser le potentiel de la chirurgie,
ce n'est pas forcément tant des innovations technologiques qui sont importantes, certes, mais aussi dans le traitement des blocages qui empêchent les patients d'accéder à la chirurgie, puisqu'on sait finalement qu'une minorité de patients qui pourraient bénéficier d'un traitement chirurgical ne sont pas opérés, soit parce qu'ils ne sont pas adressés, ou parce que les patients ou leurs médecins sont sceptiques vis-à-vis du traitement chirurgical. Et un des principaux intérêts, je pense, de ces nouvelles techniques chirurgicales comme le laser, c'est de vaincre ces blocages, d'amener plus de patients à bénéficier d'un traitement chirurgical. Oui. Bonjour à tous, j'attends juste les diapos si c'est possible. Donc moi je suis le docteur Chipo Raffo, je travaille à la Fondation Rothschild à Paris comme pédiatre. Donc on m'a demandé de vous parler aujourd'hui des innovations en chirurgie de l'épilepsie. Alors je vais parler avec ma casquette de neuropédiatre, mais la plupart de ce dont je vais parler est également tout à fait applicable à l'adulte. Ce n'est pas les bonnes diapos, je pense. Soit je passe la parole, soit on change les diapos, comme vous voulez. Elles y sont, allez. Bon, alors... Ok, merci. Donc, on change de propos, mais pour y revenir après, donc ce sont... on passe de Paris à Lyon. On passe de Paris à Lyon. On voyage un peu. Merci Laurent. Voilà, donc juste pour vous présenter les nouvelles pistes pour la prise en charge de l'épilepsie. Alors, juste... j'avance là. Juste un état des lieux, hein, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le corps médical dispose à peu près d'une trentaine de médicaments antiépileptiques, anti-crise, hein, qui sont donc disponibles quand ils ne sont pas donc, en pénurie. Et l'option, en tout cas, principale, disons, c'est aujourd'hui, en tout cas, ces médicaments, l'option principale pour le contrôle des crises, bien qu'aucun, soyons clairs aujourd'hui, ne permette une véritable guérison. Et juste pour le présenter très rapidement, hein, ces médicaments anti-crise, anti-épileptiques ont connu des évolutions depuis leur introduction, en tout cas dans le début des années du XXe siècle, d'une première, deuxième et troisième génération. On est arrivé progressivement, en tout cas, à des médicaments qui avaient un spectre d'action très large, avec forcément à un moment donné des effets secondaires qui étaient lourds et des interactions notamment avec d'autres médicaments complexes. Donc à la troisième génération, avec des mécanismes innovants ciblant des formes résistantes ou spécifiques, mais surtout en tout cas avec une tolérance accrue. Et donc du coup, avec cet arsenal thérapeutique, c'est quand même pas rien que d'avoir 25 à 30 molécules antiépileptiques. La raison disons la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir besoin de développer de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments anti-crise ou anti-épileptiques, tout simplement parce qu'il y a toujours quand même, quoi qu'il en soit, 30% de patients qui, malgré cet arsenal-là, sauf toujours en tout cas de crise d'épilepsie pharmacorésistante. Et s'il doit y avoir et si, en tout cas, malgré ces innovations que l'on a connues pendant plus de 50 ans, quelles vont être les motivations qui vont réellement guider le développement de ces molécules? Tout d'abord, limiter donc bien sûr les effets secondaires. D'autre part, limiter les impacts cognitifs. Et enfin, pallier à l'absence, en tout cas, de traitement curatif. Et donc, pour tout cela, l'objectif qui est visé, c'est de cibler des mécanismes plus précis, avec des perspectives prometteuses tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec l'affinage, le fait qu'on ait des biomarqueurs de plus en plus pertinents pour pouvoir en tout cas stratifier les patients et imaginer quelle pourrait être la meilleure des options, en tout cas thérapeutiques médicamenteuses, on pourrait arriver donc à une médecine personnalisée et pour répondre aux besoins aujourd'hui non satisfaits de très nombreux patients. Alors du coup, avec cette guidance, où est-ce qu'on en est dans ces développements aujourd'hui? On a des développements en cours de développement, on a des molécules en cours de développement avancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des
médicaments, aujourd'hui en tout cas des molécules, pour lesquelles on a une activité anticrise avérée chez les patients avec épilepsie. Les deux en rouge qui vous sont présentés ici, c'est dans des études cliniques en tout cas parfaitement contrôlées, qui vont cibler soit l'excitabilité, donc Rima tout à l'heure vous a parlé des différents types, en tout cas son ménage à 4, et puis donc parmi ceux-là, il y avait en tout cas les crises qui sont dues à une excitabilité en tout cas très, très mal contrôlée, d'autres qui sont dues à des problèmes métaboliques. Et vous voyez qu'ici, en tout cas, il y en a 4 qui, parmi ceux qui sont avancés, vont cibler l'excitabilité et le métabolisme. Certains, donc, avec une option, en tout cas vers des épilepsies relativement, en tout cas, précises, des crises focales, des crises généralisées tonico-cloniques, d'autres dans des syndromes particuliers, Dravet et Lennox-Gastaut, etc., etc. Et par rapport donc à ces molécules-là, qui sont déjà en développement très avancé, il y a déjà aussi des arsenaux de molécules qui arrivent. Hein, donc on a des vagues successives, hein, tout simplement parce qu'on sait très bien que les besoins vont se multiplier. Et qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être la nécessité d'aller développer de nouvelles approches, en tout cas de propositions à certains patients. Et aujourd'hui, donc, en tout cas, on a l'introduction de la thérapie génique, l'introduction d'anticorps, un ciblage du système cannabinoïde avec soit de nouvelles formulations du cannabidiol, hein, c'est le LRP 661, soit de nouvelles molécules telles que GAO302 qui, elle, va cibler le récepteur aux endocannabinoïdes de type 2, CB2, qui a une propriété notamment anti-inflammatoire, et puis d'autres qui vont donc être plutôt des médicaments de type de nouvelle génération, hein, des médicaments qui ressemblent à des protéines, hein, des petits peptides, qui, eux, vont toujours, en tout cas, cibler l'excitabilité. Alors, face à cet arsenal de molécules qui vont arriver, etc., et de nouveaux médicaments, et un arsenal qui va augmenter, se pose quand même la question, c'est bien de diversifier, etc., mais à un moment donné, le nombre, en tout cas, de prescriptions pour ces médicaments, plus il va être élevé, va diminuer, en tout cas, le nombre de patients qui vont être traités. Et le défi, c'est d'aller convaincre, en tout cas, si ces développements se font souvent dans le monde académique, l'industrie pharmaceutique est très engagée dans le développement, mais dans la majorité des molécules qui sont là, elles ont été développées dans le secteur public. Le secteur public va aider jusqu'à un certain stade au développement de ces molécules, va développer des brevets qui vont du coup être négociés avec l'industrie pharmaceutique. Et là, le défi, ça va être de trouver justement le bon prix de mise sur le marché. Et là, c'est un petit peu la guerre aux investisseurs, parce que derrière, il faut aller convaincre des investisseurs qui, eux, vont donner de l'argent pour le développement de ces molécules. Et pour eux, il est évident, hein, le développement d'une molécule comme ça coûte très très cher. C'est sur du haut risque, mais s'il y a du haut risque pour l'industrie pharmaceutique, à un moment donné, pour les investisseurs, il faut aussi qu'il y ait du haut gain. Donc voilà, donc c'est là le défi. Merci beaucoup. Merci Laurent, très intéressant, bravo. Ça suscite évidemment des questions, parce que tu imagines que quand on est dans la maladie, le facteur temps est important, et on sait très bien, et on l'accepte, je crois tous, que la recherche, ça prend du temps. Effectivement, on n'est pas dans les mêmes créneaux horaires, voilà, pas dans les mêmes hémisphères non plus, mais est-ce qu'on peut donner une idée du temps entre le moment où la nouvelle molécule est trouvée, qu'elle a démontré son efficacité, voilà, c'est quoi le timing? C'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est quoi? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment critique, hein, qui va être celui du dépôt de brevet. Parce qu'à partir du moment où on dépose un brevet, donc le laboratoire peut avoir travaillé en secret. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne faut donner aucune indication sur l'existence du mécanisme d'action, même de l'existence de cette molécule. Et quand on est dans le secteur académique, on est évalué, on est jugé sur nos productions. Donc plus on va garder quelque chose sous silence, moins on va avoir quelque chose à mettre, en tout cas dans notre dossier, pour pouvoir être évalué. Donc ça, c'est le premier point. Donc du coup, on est engagé quand même à aller vite.
Nous, par exemple, on a développé la molécule GAO302 dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille dessus. Le brevet a été déposé en 2019. Pour intéresser des industriels, il faut quand même avoir montré auparavant que la molécule n'est pas toxique, etc. Donc on est aidé par le secteur public pour pouvoir être attractif vis-à-vis de ce, en tout cas de ce marché-là. 2019, on est en 2024. Le temps d'exploitation d'un brevet, c'est 20 ans avant qu'il tombe dans le service public. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller très vite. C'est en tout cas dans le cadre de l'épilepsie. Et selon les pathologies, selon le besoin qui est aussi derrière, il y a des indications pour lesquelles il n'y a pas de molécules, ou très peu de molécules en tout cas. Donc on va aller beaucoup plus vite dans ce cas-là que dans des en tout cas des syndromes, dans des formes d'épilepsie pour lesquelles il y a déjà des médicaments. Mais on va être entre 8 et 12 ans. Et quand on est à 12 ans, ça veut dire qu'il reste à l'industrie pharmaceutique 8 ans pour vraiment se faire le maximum d'argent avant que ça tombe dans le service public. Donc voilà, donc c'est 12 ans. Et en quoi, du coup, les associations de patients sont importantes ou pas? Est-ce qu'on peut vous aider à aller plus vite? Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, plus le besoin est important, plus ça renforce les investisseurs à se dire c'est l'endroit où on doit investir. Voilà. Je vais enchaîner très rapidement, justement pour parler de ces patients pour lesquels les médicaments n'ont pas été efficaces et qui sont en théorie référés pour une chirurgie. Donc une chirurgie, ça se discute autour de multiples facteurs qui vont bien au-delà de l'épilepsie, mais qui prennent en compte les comorbidités, l'âge, l'étiologie, etc. Et je vais vous emmener à travers successivement plusieurs points qui sont soit à la mode, on va dire en ce moment, soit qui sont des innovations qui sont arrivées récemment. Donc un des grands points qui est régulièrement discuté dans les congrès médicaux, dans les formations, c'est peut-on ou doit-on, je ne sais pas, opérer les patients qui n'auraient pas de crise, qui ont par exemple une lésion sur l'IRM, qui ont eu des crises mais qui n'en font plus, qui ont des crises mais qui sont contrôlées par plusieurs médicaments, donc peut-être au prix d'effets indésirables. Donc la balance bénéfice-risque entre doit-on opérer quand même ces patients, je dis quand même entre guillemets, c'est une balance entre si on ne l'opère pas, qu'est-ce qui se passe? Peut-être son épilepsie va s'aggraver, peut-être son réseau épileptogène va s'aggraver, se modifier, peut-être qu'au niveau cognitif, comportement, il va du coup développer des complications, une dégradation. Si c'est lié à une tumeur, la tumeur peut grandir. Oui, mais si on l'opère, il y a potentiellement un risque de déficit selon là où est située la chirurgie, sur le langage, sur la motricité. Et donc tout ça est à mettre en balance avec le fait que la chirurgie a quand même progressé, pas forcément l'acte chirurgical en lui-même, mais les moyens d'amener le patient à la chirurgie. Les IRM sont plus précises, les EEG sont plus précis, on peut mieux planifier la chirurgie avec les systèmes de neuronavigation, les robots, et puis avec les chirurgies mini-invasives dont vient par exemple de parler William Surail, le LIT, mais également avec des techniques d'endoscopie ou d'ultrasons qui n'existaient pas avant. Donc on a peut-être les moyens d'opérer avec une morbidité et une mortalité moindres qu'avant, donc peut-être potentiellement amener plus de patients vers la chirurgie. Ça va être juste un survol, mais peut-être qu'on pourra en discuter ensemble après. Il y a aussi d'autres techniques, par exemple les thermocoagulations dont a parlé Fabrice Bartholomé. Quand on met des électrodes en place, des électrodes dans le cerveau pour savoir en dessous de quelle électrode la crise part-elle, donc ces électrodes servent à enregistrer les crises, à enregistrer le tracé, mais elles peuvent aussi servir à envoyer du courant dans le cerveau pour faire des coagulations et faire en fait quelques millimètres de brûlure autour de l'électrode, autour des plots de l'électrode, pour espérer empêcher les crises de partir ou désorganiser le réseau qui fait les crises pour soulager le patient. Alors l'effet, il est souvent transitoire des coagulations, mais c'est plusieurs mois et parfois plusieurs années avec moins de crise ou sans crise. Une autre technique qu'on a dans notre escarcelle, c'est de faire le EEG pendant la chirurgie. On ouvre le cerveau. Donc vous voyez sur l'image d'en haut le cerveau avec les vaisseaux à la surface. On pose une électrode sur la surface comme c'est là, ou carrément une électrode en profondeur, on enregistre, on change de place et on peut dire au chirurgien, là c'est pathologique, là ça devient normal, donc tu peux opérer,
tu peux, comme je dis ça comme si c'était facile, hein, je ne suis pas neurochirurgien, tu enlèves cette zone-là, tu respectes celle-là parce qu'elle a l'air normale et ça devrait, en théorie, guérir les crises. Et en haut, le tracé d'en haut est très pathologique, plein de pointes, et une fois qu'on a opéré, le tracé d'en bas est revenu quasiment normal. Une autre technique péropératoire, c'est d'enregistrer, cette fois pas les crises, mais d'enregistrer, de stimuler pour obtenir la motricité. Et donc pour dire au chirurgien, non pas la zone malade, mais la zone à pas toucher, parce que là, il y a la motricité, on évite d'aller là pour diminuer le risque de déficit moteur post-opératoire et peut-être opérer des patients qu'on ne pouvait pas opérer avant parce que l'épilepsie est tout près de la zone motrice. Oui, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié de le dire. J'espère que ça va pour tout le monde. Il y en a plus, je crois. Alors là, on parlait d'enlever la zone malade. Donc, c'est faisable que quand une petite zone, entre guillemets, petite, ça peut aller jusqu'à un hémisphère entier, mais en tout cas, une zone focale est malade. Donc, si des nœuds, à gauche là-bas, si des nœuds un nœud dans le réseau est malade, si le réseau malade est beaucoup plus vaste en particulier quand il est bilatéral, alors on ne peut pas enlever la zone malade, mais on a quand même des techniques de chirurgie non curatives qui peuvent être appliquées. Les stimulateurs du nerf vague, ce n'est pas nouveau, je ne vais pas en parler là, mais il y a la stimulation thalamique, la DBS, avec une électrode mise au centre du cerveau dans un des noyaux thalamiques, avec un petit boîtier qui va envoyer des stimulations en permanence. C'est cette dia-là, donc on peut viser, selon le type d'épilepsie, un noyau ou un autre. Et le petit boîtier, la pile, va envoyer des stimulations permanentes à un rythme qu'on aura choisi. Et il y avait une étude qui avait été mise en place par l'hôpital de Grenoble qui a montré une réduction des crises. C'était chez des adultes. Une autre technique non curative, c'est la RNS. Alors, elle n'est pas disponible en France, je ne vais pas vraiment en parler, mais elle existe. Elle est aux États-Unis, elle va arriver en Europe dans peut-être quelques années, le temps comme les médicaments, le temps du développement et surtout des autorisations de mise sur le marché. On pose une électrode, non pas cette fois juste pendant la chirurgie, mais en chronique, sous le scalp, et le patient vit avec cette électrode et le petit boîtier qui stimule le cerveau via l'électrode posée à la surface. Et puis le dernier point qui me semble beaucoup progresser ces derniers temps, c'est la génétique. Alors vous avez l'habitude d'entendre parler de toute cette myriade de gènes qui sont des gènes transmis ou qui sont des gènes en tout cas, la plupart du temps hérités. Mais là, moi, je ne vous parle pas du tout de ça. Je vous parle de mutations de gènes acquis pendant le développement embryonnaire. Le papa et la maman n'ont rien transmis d'anormal. Enfin, dans la plupart des cas, ça peut quand même arriver. Et à un moment ou à un autre du développement et des mitoses, donc c'est le graphique en rouge là, à partir d'un neurone source, il va y avoir une mutation. Et à partir de là, tous les neurones qui seront les neurones fils vont être porteurs de la mutation. Ce sont ceux qui sont en rouge. Si cette mutation arrive très tôt dans le développement, tous les neurones fils seront malades, donc tout le cerveau sera malade. Je simplifie un peu. Plus c'est tard dans le développement, et vous voyez la frise du temps, plus on approche de la zone violette, plus la population de neurones qui portera la mutation, les neurones fils hérités de la mutation initiale, sera petite, et donc la malformation, la dysplasie qui en résultera, sera petite. Donc la gravité de la maladie dépend du moment dans la grossesse où ça survient. Ces mutations-là, on ne les trouve pas dans le sang. Elles sont uniquement dans le cerveau. Pour l'instant, en tout cas, on ne les trouve pas dans le sang. Mais par contre, on a réussi à les trouver sur les électrodes qu'on met dans le cerveau. Et on peut aussi les trouver dans le liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau. Et une des façons d'opérer dans le futur, mais un futur assez proche, en fait, ce sera peut-être ça. L'électrode rouge est très malade. Il y a beaucoup de neurones mutés. 1% de neurones mutés, c'est ce qui est marqué là, c'est en fait beaucoup. L'électrode orange est un peu moins malade. L'électrode bleue, il n'est plus du tout malade. Il n'y a plus de neurones anormaux dans cette zone du cerveau. Donc ça pourrait être à l'avenir un moyen de dire au chirurgien, tu enlèves la zone autour de l'électrode rouge, on peut discuter d'aller jusqu'à la zone de l'électrode orange, la zone de l'électrode bleue, elle est normale, ce n'est pas la peine d'aller jusque-là. On n'en est pas à opérer sur ces données-là, mais pourquoi pas en faire un des éléments du puzzle pour décider de la chirurgie dans le futur. Et la mise en évidence des neurones, elle est déjà possible. De ces diagnostics génétiques, on peut se dire, si on a l'anomalie génétique, si elle est connue, alors on peut peut-être faire une thérapie génique.
dans le cerveau, directement. Ça, c'est une étude qui est en cours, ça en est au balbutiement, mais possiblement, on pourrait injecter une thérapie génique dans la zone malade. On pourrait aussi envisager des thérapies ciblées. Si on connaît la mutation, si on sait dans quelle voie métabolique elle est impliquée, et la plupart du temps, c'est une voie qui s'appelle mTOR, comme dans la maladie de Bourneville, pour ceux qui la connaissent, eh ben, on a à certains endroits de cette voie mTOR, c'est le graphique de gauche, là, violet, bleu, rouge, on a des inhibiteurs qui existent dans la pharmacopée et on peut donner ces inhibiteurs aux patients chez qui on a mis en évidence la mutation dans le cerveau. Quand ça touche une autre voie métabolique, par exemple la voie du galactose, on a aussi un médicament qui existe, un traitement qui existe, qui est une supplémentation en galactose. Le patient n'arrive pas à transporter le galactose, ben on va l'inonder de galactose, on va lui en donner plein, en espérant qu'il y en a un petit peu plus qui soit transporté et que ça réverse les effets de la mutation sans pour autant avoir de quoi guérir et faire une thérapie génique. Et puis enfin, une autre thérapie ciblée, on peut utiliser la chirurgie pour aller mettre un réservoir. Les médicaments, on les donne per os, ils passent tout le tube digestif, et puis finalement, il y a une toute petite partie qui arrive dans le cerveau. Pourquoi on ne mettrait pas le réservoir de médicaments directement dans le cerveau dans certains cas? Là, c'est par exemple une étude qui a évalué la faisabilité avec du valproate intraventriculaire dans le cerveau. Voilà, là encore, c'est le début, mais ça pourrait être envisagé dans l'avenir. Et tout ça pour dire que au milieu de tous ces facteurs à prendre en compte, il y a des progrès, j'allais dire tous les jours, non j'exagère, mais enfin il y a des progrès très régulièrement dans plein de domaines qui peuvent chacun apporter leur petite pierre pour améliorer la prise en charge des patients pharmacorésistants. Merci beaucoup. Merci pour ce survol. Alors, je sais qu'à cette heure-là, ça peut être un peu compliqué, mais grâce au replay, on va pouvoir se replonger dans ces termes. Mais je trouve que vous faites un bel effort parce que j'ai tout compris. Vraiment, c'est génial. Et on va parler un peu d'intelligence artificielle, je crois, avec Monsieur Barbeau. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je crois que je suis le dernier orateur, il me semble, et je n'ai pas de diapo, parce que comme ça, je vais le faire en direct et je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire, surtout qu'elle est un tout petit peu différente. Alors, juste pour remettre en contexte, moi, je ne suis pas médecin, mais je suis chercheur en neurosciences, directeur de recherche au CNRS à Toulouse, dans un laboratoire qui s'appelle le CERCO, juste à côté de l'hôpital de neurologie. Et on a développé, dans le cadre d'une thèse, une intelligence artificielle qui permet de reconnaître certains biomarqueurs de la zone épileptogène. Donc, ce que fait cette intelligence artificielle, c'est un réseau convolutionnel, pour ceux qui sont un petit peu au courant de la littérature. Vous connaissez tous l'EEG, donc ce sont ces activités électriques qu'on enregistre sur une multitude d'électrodes. Et là, on s'intéresse en particulier au diagnostic préchirurgical chez des patients pharmacorésistants. Et donc, on a beaucoup d'électrodes, entre 100 et 200 électrodes. Donc, beaucoup de canaux à traiter et un signal EEG qu'on va enregistrer pendant presque 2 semaines. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher de l'information pertinente là-dedans? Surtout qu'en ce qui nous concerne, dans notre équipe, on était intéressé par ce qu'on appelle des fast ripples. Alors, les fast ripples, c'est des oscillations cérébrales, mais à très haute fréquence, entre 200 et 600 Hz. Et la caractéristique de ces oscillations, c'est qu'elles sont très courtes. Elles durent environ une dizaine de millisecondes. Donc, aller chercher des événements qui durent 10 millisecondes sur environ 200 électrodes d'enregistrement, sur du signal qu'on enregistre pendant 2 semaines. Je pense que tout le monde comprend que c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de passer par l'intelligence artificielle pour essayer de nous aider. Et donc, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. C'est l'histoire des petits chats sur Google. Donc, vous savez, vous tapez chat sur Google et puis vous avez plein d'images. Pourquoi? Parce que vous avez des réseaux qui ont été entraînés à reconnaître des petits chats. Là, c'est la même chose. On va transformer le signal EEG en image et après, on demande à notre intelligence artificielle d'aller reconnaître les biomarqueurs caractéristiques de l'épilepsie dans ces images. Donc, c'est exactement la même chose. Mais je vais revenir sur cette histoire de Google et des petits chats un petit peu plus tard. Et donc, on a un étudiant vraiment brillant qui a développé cette solution. Elle fonctionne très bien. Et il a développé non seulement cette intelligence artificielle, mais également ce qu'on appelle une interface utilisateur, de manière à ce que les médecins eux-mêmes puissent revoir les résultats et valider les résultats et chacun des biomarqueurs qui ont été analysés.
Donc il a été, si vous voulez, il n'a pas simplement développé un réseau comme un ingénieur fou dans son coin sur du code que personne ne comprend. Il a vraiment essayé de faire l'effort de présenter une interface qui soit facile à utiliser, intuitive et adaptée aux médecins qui n'ont pas du tout le temps d'apprendre à utiliser des interfaces qui sont complexes. Et donc à la fin de sa thèse, on en était là, on était assez contents, mais on avait également fait plusieurs constatations. La première, c'est que c'est très intéressant de travailler sur ces biomarqueurs, mais la plupart de ces biomarqueurs, il y en a d'autres dans la littérature qui sont identifiés, qui sont proposés régulièrement, ils arrivent rarement sur le bureau du médecin. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent rarement sur le bureau du médecin? C'est parce qu'il n'y a pas les outils qui permettent de les analyser et il n'y a pas tous ces moyens technologiques qui sont dans les laboratoires, mais qui seraient utilisables par les médecins dans leur pratique quotidienne. Ça, c'est une première constatation. Et puis, ce qu'on avait également constaté, c'est qu'entre le moment où on enregistre l'activité électrique intracérébrale et le moment où on prend la décision d'aller ou non vers une neurochirurgie, il se passe souvent quelques semaines ou quelques mois, ou voire même beaucoup de mois. En fait, c'est très, très long. Et c'est là où je reviens sur l'histoire de Google et des petits chats. On est en 2024 et c'est assez surprenant finalement que compte tenu des moyens technologiques qu'on connaît, compte tenu du développement de l'intelligence artificielle qu'on connaît, on ne soit pas en mesure de faire l'analyse de ces biomarqueurs en direct en réalité, au moment où le malade est à l'hôpital. Ce qui permettrait en fait de changer un petit peu le mode de prise en charge des médecins, peut-être de raccourcir leur hospitalisation et peut-être de proposer également des thérapeutiques au lit du malade. Et donc c'est avec ces idées-là finalement qu'on a commencé à réfléchir et puis un petit peu comme Fabrice l'a expliqué tout à l'heure, notre université nous a accompagnés, nous a même poussé à essayer de valoriser ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à créer une start-up. Alors moi, je suis scientifique, je ne connaissais pas grand-chose au monde des start-up. Une start-up qui s'appelle Avrio MedTech, donc MedTech du futur en grec, en toute modestie bien sûr. On l'a créée en septembre 2023. Maintenant, il y a une dizaine de personnes dans la start-up et on développe un logiciel qui s'appelle Alysia, qui a pour objectif d'analyser tous ces biomarqueurs de manière la plus automatique possible pour les médecins. Et donc c'est pour ça aussi que je dis qu'on change un petit peu de registre, parce que là, on ne cherche pas tellement à aider les patients directement. Bien sûr, c'est notre objectif, on veut aider les patients. Mais là, on veut surtout aider les médecins dans leur activité d'expertise, en leur apportant de l'information beaucoup plus facilement et directement, une information fiable, de manière à accélérer les diagnostics, de manière à également peut-être leur faire gagner beaucoup de temps. Et permettre aussi une amélioration du diagnostic et de ces délais. Alors là où je reviens sur Google, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est qu'on est en 2024. Vous savez, maintenant, les progrès en termes technologiques sont fulgurants. Vous avez peut-être entendu parler donc, de Google et des petits chats, mais de ChatGPT. ChatGPT, c'est en train de révolutionner notre travail quotidien. Pour moi, c'est un petit peu... vous savez, dans les années 60, 70, 80, il y a eu tous ces appareils ménagers qui sont arrivés dans la maison, machines à laver le linge, la vaisselle, les micro-ondes, à sécher le linge, etc. Mais là, c'est la même chose qui se produit, c'est la même révolution, mais dans le domaine de l'entreprise et de nos institutions, avec ChatGPT. C'est vraiment une lame de fond. Alors, comment ça se fait qu'il n'y ait que Google qui détecte des petits chats et que toutes ces technologies n'arrivent pas au lit du malade? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas dans le domaine de l'épilepsie? Et donc, c'est la question que je vous pose. Je n'ai pas la réponse. J'ai des éléments de réponse, mais je n'ai pas la réponse complète. L'un de ces éléments, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de coordination. Il n'y a pas non plus suffisamment d'argent, finalement, à se faire. Il n'y a pas vraiment de volonté au total. Il y a également des acteurs institutionnels qui sont là depuis très longtemps, en fait, et qui sont sur un marché qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup faire évoluer parce qu'il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de compétition, toujours à cause de l'étroitesse, finalement, de ce segment de marché. Et pour ces raisons-là, il y a très peu d'évolution. Et ce qu'on aimerait faire, nous, c'est apporter quelque chose qui va essayer de changer un petit peu tout ça, en changeant l'activité des médecins pour le bénéfice des patients. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va en rester là. J'imagine qu'il y a des questions. Malheureusement, ce sera pas possible. Je vous invite à aller solliciter les chercheurs ici présents tout de suite
après la fin du sommet. N'hésitez pas, ils peuvent peut-être rester encore quelques minutes pour répondre aux questions individuelles. Voilà, on a fait le maximum pour donner la parole le plus possible à la salle. Je crois qu'on a réussi ce beau défi. Je vais donc conclure et rester là quelques minutes. Conclure rapidement parce que tout le monde a des trains, des transports, etc. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très modestement, je pense que ce sommet est une réussite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est un vrai défi pour notre association de monter ce genre d'événement. Ça demande énormément de travail en amont. Les groupes de travail sont au travail, bien sûr, sur le livre blanc depuis 2 ans. Et puis, pour préparer les nouvelles thématiques, c'est vraiment 1 an de travail en groupe de travail qui se réunissent 1 fois par mois, 2 fois par mois pour avancer, réunir les documents, pas dire de bêtises, parce que nous ne sommes que des patients, nous ne sommes pas scientifiques. Et donc, arriver à faire des propositions et qui ensuite font leur chemin jusqu'aux interlocuteurs de plus haut niveau. On a réussi ça cette année. Je peux vous dire que la première année, le premier sommet, on était à la mairie du 15e. Bon, c'est chouette, hein, mais c'est quand même beaucoup moins bien qu'ici en termes de symbolique. Et à chaque sommet, on monte en gamme. Donc, je vous donne bien évidemment rendez-vous dans 2 ans pour un nouveau sommet. Les défis sont nombreux, vous l'avez noté, à toutes les périodes de la vie pour les patients et également pour vous, puisque les experts qui nous accompagnent, qui se sont déplacés, qui ont fait l'effort de prendre sur leur temps de recherche, de leur temps médical pour venir à votre rencontre. Donc ce travail-là, je le disais ce matin en introduction, il est important de travailler tous ensemble, de casser un peu les silos, quelquefois les logiques. Vous l'avez entendu aussi avec Monsieur Pau du comité interministériel. Maintenant, enfin, on entend parler de interministériel. Chaque ministère ne fait plus son travail dans son coin, mais on a bien des sujets comme celui de l'épilepsie et du handicap, par exemple, qui vont traverser tout. Donc voilà, il me reste à remercier tous les gens, et c'est important aussi de les remercier et de les valoriser. Alors, les adhérents, je vous dis une chose, c'est que quand on essaye d'avoir le cabinet du ministre, bon, déjà, ça prend plusieurs coups de fil, ça prend beaucoup de présence à des événements où ils sont pour essayer de les attraper, etc. Mais surtout, les premières questions qu'ils posent, c'est qui êtes-vous ? Mais vous avez combien d'adhérents ? Voilà. Et ça, c'est ce qui... Le nombre d'adhérents, les adhérents qui nous sollicitent, et j'en ai pas tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine, qui nous sollicitent pour des conseils, pour des accompagnements, pour plein de questions sur leur vie avec l'épilepsie. Ils nous demandent même pas des fois, mais est-ce qu'on peut adhérer à votre association ? Et c'est nous qui demandons, est-ce que vous êtes adhérent ? Est-ce que vous voulez adhérer ? Ah bon, parce qu'il faut adhérer ? Ben oui, il faut adhérer en fait, parce que adhérer, c'est pas simplement 30 € qu'on donne par an. C'est pas cet argent qui fait vivre l'association. On arrive à obtenir des subventions de plus en plus. Enfin voilà, c'est vraiment pas une question d'argent, c'est une question de voix. Plus on est nombreux, plus on représente de patients, plus on est écouté. Et donc, je sais que si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes adhérents, mais faites adhérer les familles, etc. Plus on est nombreux, plus quand moi je vais taper à la porte du ministère pour avoir une audience, j'ai du poids. Et plus les portes s'ouvrent. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui est très important ce soir, c'est de remercier tous les bénévoles, parce que de nous donner, malgré la maladie, leur temps, tous ces aidants qui sont là, ceux qui ont particulièrement œuvré à la réussite de cet événement. Je parle des pilotes, des groupes de travail qui ont donné énormément de leur temps. Et de toutes les petites mains, j'étais encore hier au siège d'Épilepsie France, qui est rue Frémicourt à Paris, qui était à coller les étiquettes, à préparer les roll-up, les badges, etc., etc. Donc merci à tous nos partenaires, merci à tous nos bénévoles. C'est une belle réussite. Merci aussi à nos salariés qui étaient là aujourd'hui. Et puis, donc vous avez vu une jeune fille qui s'appelle Clara. Présente-toi Clara, fais coucou, voilà, qui est en alternance.
chez nous, qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux, voilà, en collaboration avec Rosen. Voilà, je vais pas dire tous les noms parce que du coup, je vais en oublier plein, je vais vexer plein de monde. Donc, je voulais saluer aussi Marie-Caroline qui s'est occupée vraiment avec nous de toute l'organisation, la communication qui est en lien avec tous les intervenants aussi et avec la presse. Vous avez vu que Vivre FM a été présent. Donc Vivre FM, c'est un petit peu la radio du handicap en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont enregistré comment ça s'appelle déjà, des podcasts. Ça y est, des podcasts qui vont être disponibles probablement dès demain. Mais donc les intervenants ont pu s'exprimer à l'antenne. Et ces podcasts vont être réutilisés dans le cadre d'une émission. Puisqu'on ne va pas en rester là, on va essayer de dire, ben voilà, il y a eu Sommet, maintenant, Madame Dariussec, venez sur un plateau radio avec Delphine Dannecker et vous allez, on va reprendre les sujets, on va essayer de les traiter, on va essayer de voir comment on peut avancer ensemble. Donc c'est un travail au long cours, ce n'est pas juste une journée, il y a le avant qui est toute cette préparation, il y a le pendant qui, je l'espère, vous a satisfait, et puis il y a le après, qui nous permet, grâce à ces journées, grâce à toute la matière qu'on a pu récolter aujourd'hui, parce que nous, la Vélotipie, on récupère tous les textes, tout est écrit, tout est conservé et tout sera utilisé. On l'espère pour vous, en tout cas jamais contre vous, mais pour vous, pour nous tous. Donc voilà, merci à tout le monde. Je vous avoue que je suis vraiment très fière de tous les bénévoles et de toutes les gens qui donnent leur cœur à l'association. Et puis, il y a aussi nos parrains qui sont venus voilà, et qui sont les bienvenus toujours sur tous nos événements, qui nous aident beaucoup à mieux faire connaître l'épilepsie. Merci à tous. Alors, merci Géraldine d'avoir relevé le défi, parce que quand elle a vu la quantité de choses qu'il y avait à traiter aujourd'hui, le nombre d'intervenants, je crois qu'elle aurait facilement pu refuser carrément de nous accompagner, mais elle a relevé le défi, elle a préparé avec les intervenants en amont, etc. On a fait un super boulot. Merci beaucoup Géraldine.